Je crois que la couleur jaune non plus. Hein. Alors il y a aussi des légendes qui sont répandues. Par exemple, il y a la fameuse légende de la déportation des homosexuels. Mon père a été déporté à Auschwitz et il y avait un certain nombre de déportés qui avaient un triangle rose sur le pyjama. Les propos qu'a tenus Christian Van Est sont absolument inacceptables, profondément choquants, contraires à nos valeurs, à l'idée que nous nous faisons à l'UMP de la République. Tu es gay, tu es sot, tu es pour la loi Guesso. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon... Oui, alors, déjà, on va mettre la vidéo de ce monsieur Van Est, qui est député UMP, je crois, et qui était interrogé sur un site internet où il s'exprimait assez intelligemment sur les paradoxes de l'homosexualité, qui se légitime comme lobby au nom du respect de l'autre, alors que, comme le dit très bien le philosophe Tony Anatrella, l'homosexualité est par essence le refus de l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel? Souvent, ce n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de formes, mais l'une des formes les plus répandues, en tout cas les plus visibles, c'est le narcissisme. Pourquoi? Parce que dans le fondement même, c'est quoi? C'est je refuse l'autre. Vous savez, en gros, un homosexuel, c'est quelqu'un qui ne refuse pas quelqu'un qui est de son sexe, mais qui refuse celui qui est de l'autre sexe. Il refuse l'autre. C'est un refus de l'altérité. Et en général, d'ailleurs, il a une petite préférence pour, par exemple, si c'est un homme, pour le jeune homme qu'il a été entre 17 et 20 ans. Van Est brodait là-dessus. Donc c'était une démonstration philosophique, et il glissait en disant que, en plus aujourd'hui, la communauté gay s'était constituée en lobby, et il sous-entendait que c'était un lobby très puissant en politique. Donc là, je vais prolonger ce que sous-entendait Van Est, qui n'a pas vraiment le courage d'aller jusqu'au bout. On sait, pour tous les gens qui s'intéressent à la politique comme travail de réseau, comme milieu de professionnels, qu'il y a deux gros lobbies puissants en politique, le lobby juif et le lobby gay. Aujourd'hui, c'est les deux gros lobbies qui tiennent, je dirais, la politique au sens bureaucratico-politicien. Hein. D'ailleurs, on va le dire clairement, le président de la République est juif et le Premier ministre est gay, en gros, il faut le savoir. Hein. Oui, bien sûr. J'ai pas besoin de citer Georges Frêche pour savoir qu'on le rappelle pas assez. Mais je veux dire, le président Sarkozy est juif par sa mère. Il descend de la lignée très intéressante et très importante des Malas de Salonique, hein, par sa mère et son grand-père maternel. Quant à Fillon, on le sait dans le milieu autorisé, qu'il est de la Jaquette. Hein, voilà. Donc effectivement, Van Est qui sait tout ça et qui est un catholique de droite, est très agacé sans doute de voir ces réseaux de puissance communautaire et de solidarité qui ne se font pas sur des raisons vraiment politiques et d'idées, mais sur des raisons effectivement de sang et de pratiques sexuelles. Ça doit l'agacer, ce que je comprends. Mais il ne va jamais au bout. Alors là, il tape sur le lobby gay en disant à un moment donné, et en plus ce qui est insupportable, c'est que ce communautarisme, qui est toujours un communautarisme victimaire, modalisé sur le communautarisme juif, je le dis depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'une minorité agissante se fasse passer devant la République pour une minorité opprimée, pour obtenir des lois d'exception communautaire qui sont des avantages, alors qu'en fait elle prétend que c'est pour se protéger de persécution. Hein. Alors Van Est dit en gros que c'est compréhensible pour les juifs à cause de la Shoah, qu'il valide visiblement intégralement. Il n'a pas le choix d'ailleurs, parce que la loi Guesso nous interdit de nous poser la moindre question. Mais il dit pour les juifs c'est un mensonge, excusez-moi, ma langue a fourché, il dit pour les homosexuels c'est un mensonge, car les homosexuels n'ont pas été déportés contrairement aux juifs. Ce qui est absolument vrai d'un point de vue historique. D'ailleurs le Klarsfeld vient de le... Je ne sais pas si c'est une caution, mais enfin, il vient de lui apporter son soutien, n'ont été déportés en tant que juifs que les ressortissants du Reich. Donc, c'est-à-dire, dans la France occupée, je crois que les Français homosexuels, si tant est d'ailleurs qu'ils aient été identifiés comme tels, je crois d'Alsace-Moselle ou une chose comme ça. Hein, voilà. Mais cette espèce de rumeur validée aujourd'hui par la Vox Populi que les homosexuels français auraient subi le même sort que les juifs, auraient été déportés dans les camps, est un mensonge, une escroquerie historique que Van Est dénonce. Hein, voilà.
Et c'est une certitude, mais bien que ce soit une certitude, tout ça, et que son discours était intelligent et subtil, immédiatement le président de la République l'exclut de l'UMP et le désinvestit, lui retire son investiture à la prochaine législative, sans jamais discuter sur le fait que ce soit vrai ou faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais tout ça est modélisé sur le communautarisme juif. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie dominante, il n'est pas question de faire référence à l'histoire, à la vérité historique. Ces communautés sont des minorités opprimées, c'est décrété comme ça, et quiconque met le doigt sur certains paradoxes, certains mensonges historiques, est immédiatement frappé d'anathème, comme c'était une vérité religieuse. C'est-à-dire que Van Est a été viré, non pas parce qu'il a dit une connerie ou une bêtise, mais parce qu'il a montré du doigt une vérité qui est gênante, parce qu'elle montre du doigt la réalité aujourd'hui qui est totalement anti-républicaine, qui fonctionne uniquement sur des privilèges communautaires, fondés en général sur des mensonges historiques. Donc moi je dis, Van Est a été assez courageux sur ce coup-là, et il a été ce qu'on appelle révisionniste, hein, et je l'inciterai à faire du révisionnisme jusqu'au bout, ce qu'il ne fait pas du tout. Parce que là, il fait circuler une pétition où il en appelle à la communauté juive, en gros, pour le sauver face à la communauté gay. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il porte atteinte à une communauté puissante en s'appuyant sur une communauté encore plus puissante. Il n'a pas le courage, finalement, d'être un républicain et un catholique de droite jusqu'au bout. De ce point de vue-là, c'est une petite boutin. Hein, c'est un boutin au masculin. Et de toute façon, il lui arrivera ce qui lui arrivera, c'est que la communauté juive organisée, qu'il appelle au secours, ne le sauvera pas. Hein, parce qu'il y a des accords. Il y a des accords intracommunautaires, tu soutiens ma Shoah, je soutiens ta Shoah. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe avec avec l'anticolonialisme pour les réseaux trotskistes anticolonialistes à la Uriah Boutelja. Hein, c'est une Shoah du pauvre. C'est qu'on voit à travers des soutiens transversaux qui passent par le trotskisme, Alain Grèche, etc., que chacun valide la Shoah de l'autre. Hein, la Shoah arménienne, la Shoah algérienne, la Shoah gay, c'est chacun sa petite Shoah. Les seuls qui n'ont pas le droit à la Shoah, c'est le peuple de France, malgré tout ce qu'il prend dans la gueule, par les rapports de classe, la paysannerie française totalement massacrée, etc., etc. Eux, ils n'ont pas le droit à leur Shoah, c'est la majorité silencieuse, c'est le cochon de payant, hein, le gros con qui n'y a pas droit. Mais sinon, il y a solidarité entre, je le dis bien, hein, entre finalement secrète, mais bien tissé, entre la petite Shoah d'Uriah Boutelja sur la repentance coloniale ad vitam aeternam, même si à un moment donné ces gens-là sont des Français qui vivent en France. Enfin, tu vois, ça pose aucun problème. On est dans l'essentialisation, pour reprendre le concept d'un crétin qui m'a emmerdé récemment. On essentialise le colonialisme pour que ça devienne un truc ad vitam aeternam. C'est la petite Shoah d'Uriah Boutelja, validée par la grande Shoah du CRIF, et qui aujourd'hui vient d'accepter la petite Shoah arménienne, parce que sinon les autres les faisaient un peu chier. Et puis il y a la fausse Shoah, mais c'est pas grave, du communautarisme gay. Et Van Est vient d'en faire les frais. Voilà. Donc ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la vérité historique, c'est l'idéologie. Et le président de la République a bien validé par l'exclusion de Van Est que la vérité historique n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était l'idéologie dominante. Voilà. Donc l'idéologie dominante dit que le tout-puissant lobby gay, qui est très puissant dans la politique, dans la culture, dans les médias, et qui est le deuxième lobby de puissance après le lobby juif dans tous ces secteurs-là, ce qui est absolument vérifiable, est une communauté persécutée, douloureuse et souffrante, qui a été dans les camps de concentration pour sa pratique sexuelle, et devant laquelle nous devons nous prosterner absolument. Voilà. Et M. Van Est vient de faire les frais de tout ça, et donc je l'incite maintenant à essayer de retrouver une certaine virilité authentiquement catholique, patriarcale et anti-gay et anti-féministe, et à oser le révisionnisme jusqu'au bout, ce qu'il ne fera pas. Il ne retire absolument rien. Au contraire, face à la polémique suscitée par ses propos, Claude Guéant persiste et signe. Selon lui, toutes les civilisations ne se valent pas. Nous avons des valeurs en France. Eh bien, je crois que ce système-là, c'est-à-dire cette civilisation, c'est mieux qu'un système dans lequel on bafoue les libertés individuelles et collectives. Oui, ça c'est une petite phrase qu'il a balancée pour essayer de draguer l'électorat du Front National après toutes les trahisons de Sarkozy. Alors il fait semblant d'avoir dit ça comme ça sans penser à rien. Il pensait évidemment à la civilisation islamique, hein, dont il sous-entend qu'elle est totalitaire, antidémocratique, etc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le fond, quand on dit que toutes les civilisations ne se valent pas, c'est une évidence, mais le problème, c'est les critères de comparaison. En dehors de Dieu, qui est au-dessus des civilisations, la comparaison se fait toujours à partir du substratum d'une civilisation. Donc, c'est selon les critères civilisationnels occidentaux qu'on décréterait que d'autres sont inférieurs. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur de vérité absolue. C'est simplement dire, je préfère ma civilisation à la vôtre, puisque c'est la mienne. Et ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime. Donc, la phrase de Guéant est une petite phrase fourbe, une phrase qui n'a pas de sens philosophique profond. Et en plus, d'ailleurs, quand il dit qu'il préfère sa civilisation à la sienne, il ne l'a jamais démontré par ses allégeances. Hein. Sinon, il serait au Front National. Bon. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde fait semblant de s'offusquer alors que c'est du théâtre. On sait qu'il a visé les musulmans pour des raisons électoralistes. Et puis, celui qui monte au créneau pour dire que c'est un scandale, c'est un élu martiniquais, franc-maçon, PS, qui d'un seul coup dit que c'est un scandale parce que ça lui rappelle le nazisme, évidemment. Vous, M. Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation? Mes chers collègues. Alors, des propos qui ont conduit d'ailleurs le gouvernement à quitter l'hémicycle. Hein. C'est une première, écoutez bien Christophe, depuis l'affaire Dreyfus. Alors là, je ferais marquer à ce crétin martiniquais franc-maçon que les nazis, on verra d'ailleurs une citation d'Adolf Hitler très intéressante, ne sont pas les maîtres de la colonisation de l'Afrique et de la déportation des esclaves. Ça a été organisé massivement par les Lumières, le monde des Lumières, il ne faut pas oublier. Voltaire touchait du pognon sur le trafic d'esclaves. Et surtout, la colonisation qui en France est mise en place par de 1830, et de la volonté de la gauche maçonnique, c'est-à-dire de Jules Ferry. On va remettre la citation de Jules Ferry. Donc c'est pas la peine d'en appeler à la méchanceté nazie pour répondre à Guéant quand on est élu de Martinique. C'est plutôt, faut montrer du doigt, le mensonge de la République française de gauche universaliste de Jules Ferry, la responsabilité maçonnique, la responsabilité des Lumières et de l'idéologie des Lumières dans la colonisation ultra-violente au nom des races supérieures, qui est le discours de Jules Ferry, et qui n'est pas du tout le discours de Lyotet, qui n'est pas du tout le discours justement des catholiques. Hein. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, nous avons un petit théâtre de crétins et de manipulateurs, où Guéant joue au con en faisant une citation qui attaque les musulmans. Il y a un Martiniquais qui fait semblant de s'offusquer en disant que ça lui rappelle le nazisme, alors que lui-même participe à cette vision du monde en tant que franc-maçon et socialiste, puisque c'est la vision de Jules Ferry, qui dit qu'il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Hein, tout ça n'est pas compatible avec l'eschatologie chrétienne, mais compatible avec l'universalisme des droits de l'homme tiré de l'encyclopédie. Hein, voilà. Et donc c'est entièrement la pensée maçonnico-socialiste. Donc ce crétin de Martinique fait semblant de dire que tout ça lui rappelle les heures sombres de l'histoire et les nazis, alors que les nazis, effectivement, ne sont pas partie prenante dans cette opération. Hein, voilà. Donc on est dans un petit théâtre du mensonge global, où nous avons un fourbe et un petit vicieux qui est Guéant, auquel répond un crétin et un malhonnête qui est ce député de la Martinique, voilà, en passant totalement à côté du sujet sérieux, comme je le rappelle, comme l'a rappelé d'ailleurs Kémy Séba aussi. Voilà. Donc tout ça est abject, et situe bien ce que c'est que le petit théâtre gauche-droite français, la mascarade de ce qu'on appelle la démocratie représentative gauche-droite, avec ces fourbes de droite et ces faux culs de gauche qui font joujou et qui mentent et qui passent totalement à côté de la vraie réalité, des vrais concepts, des vrais rapports de force et de la véritable histoire et des vrais méchants. Hein, voilà. Pour finir sur ce sujet-là, quoi. L'Occident et les colonialistes, pour dominer le monde, ont créé une idole qu'ils ont appelée le régime sioniste. L'esprit de cette idole est l'Holocauste. Et la nation iranienne, avec courage et clairvoyance, a brisé l'idole, préparant la libération des peuples occidentaux. Là, ce que les Allemands appellent Leichenhalle, c'est-à-dire la chambre froide. Oui, bah là, c'est difficile d'en parler parce qu'il y a des lois en France qui interdisent de parler sérieusement de tout ça. Ce qui est certain, c'est que l'Iran, qui est un État, et qui a à la tête de cet État Ahmadinejad,
ce pays, ce qui est une première dans l'histoire depuis 1945, fait du révisionnisme historique sur ce qu'on appelle la Shoah. Je rappelle depuis les années 80. Avant, on appelait ça persécution des Juifs d'Allemagne par le régime national-socialiste allemand. Après, on a appelé ça génocide. Après, on appelait ça Holocauste, qui était très ambigu parce que ça voulait dire châtiment divin mérité et justifié. Et on appelle ça Shoah depuis les années 80, qui veut dire catastrophe inexplicable, parce qu'on n'aime pas les... comme l'a dit très bien, je crois, Sarkozy, expliquer l'antisémitisme, c'est déjà de l'antisémitisme. Donc en fait, on est dans l'inexplicable, évidemment. Il ne faut surtout pas pouvoir expliquer par le recours au concept, à l'histoire, etc. etc. Hein, voilà. Donc là, on a le président d'un pays qui dit que le révisionnisme historique sur la Shoah est l'idéologie d'État d'une nation. C'est-à-dire que l'Iran fait de la thèse de Robert Faurisson son histoire officielle, ce qui est une première depuis 1945. Et ce qui veut dire que ce n'est pas possible que ce soit pardonné et que ça reste en l'état. Ce qui me fait dire, moi, que si l'Iran doit être détruit, je dirais, et je veux dire le régime iranien actuel doit être mis à bas par le nouvel ordre mondial, c'est en partie à cause de ça. C'est pas seulement parce que l'Iran menacerait Israël, ce qui est faux, l'Iran ne menace pas Israël, l'Iran essaie de se protéger. C'est que un pays qui adopte, je dirais, le révisionnisme historique et qui conteste l'arrêté de la Shoah doit être un pays qui doit être détruit, hein, je veux dire, au niveau de ses instances et de son pouvoir, et qui doit être renversé. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que Robert Faurisson appelle la bombe atomique du pauvre. Hein. La bombe atomique, finalement, de l'Iran, c'est celle-là. C'est que le régime iranien, aujourd'hui, fait sienne, au niveau d'un pays entier, les thèses du professeur Faurisson sur la réalité, la réalité historique de la séquence 33-45. Voilà. Et que ça ne peut pas exister. C'est parce que, comme je l'ai dit dans mon bouquin, la Shoah est la religion de l'empire mondialiste. Hein. Elle a d'ailleurs remplacé le Golgotha et le Christ. Hein. Je l'ai bien dit d'ailleurs que la chambre à gaz a remplacé le corps du Christ introuvable parce que ressuscité. Hein. Vous comprendrez la phrase comme vous voudrez. Voilà. Et c'est une certitude. Hein. La Shoah est la religion de l'empire mondialiste. Et l'Iran dit, voilà, nous contestons cette religion. Cette religion est une escroquerie, est une fumisterie. Et là, on est dans l'anathème total, et c'est, je pense, la raison pour laquelle aussi l'État d'Israël, qui n'existe et qui ne peut exister qu'à travers la Shoah et la religion de la Shoah, c'est pour ça qu'Israël doit attaquer et détruire le régime iranien. Hein, voilà, c'est une certitude, c'est une urgence. À cause de ça, c'est ça la vraie bombe atomique iranienne, ce que Faurisson appelle la bombe atomique du pauvre. J'ai pas besoin de dire plus que ça là-dessus, parce qu'après tout ça tombe sous le coup de la loi. Il faut quand même que les gens qui me regardent savent qu'en France, vous faites de la prison ferme. Si vous essayez de faire de l'histoire, d'argumenter sur cette séquence historique 33-45, quant à la question de qu'est-ce qu'est la réalité de cette persécution d'État, qui était la persécution officielle de l'État national-socialiste allemand des Juifs. Effectivement, l'État national-socialiste allemand a persécuté officiellement les Juifs durant toute la durée de son pouvoir, 33-45. Mais après, quant à savoir quelles ont été la réalité de ces persécutions, il est interdit de se poser des questions au-delà de la vérité historique instituée par la force, par la prison, et qui est, on le sait, la vérité les conclusions de Nuremberg. Hein, voilà, c'est-à-dire d'un procès fait par les vainqueurs au lendemain de la guerre. Voilà, c'est la réalité. C'est un scandale pour les historiens, tous les historiens le savent, mais ils ferment leur gueule devant, leur patron qui est M. Nora, parce qu'ils ont peur je le dis une fois de plus, ils ont peur de la puissance, de la toute-puissance de la communauté organisée en France, c'est tout. Sinon, ils auraient le courage de dire Faurisson a le droit de penser, enfin pas de penser, de produire ses preuves et ses textes, comparons en conscience, on s'en fout pas, mais normalement il est absolument anormal que dans une république et dans une démocratie, compte tenu des présupposés humanistes qui sont les nôtres, qui s'appuient effectivement sur la raison, le logos, etc., et aucune vérité révélée, transcendante, etc., il est la loi Guesso est totalement anticonstitutionnelle, anormale, etc., etc. Tous les historiens le savent et le disent en privé, et pourtant cette loi ne tombe pas, et même elle vient d'être étendue au génocide arménien, qui ouvre la porte d'ailleurs à l'extension à tous les génocides, c'est-à-dire qu'au lieu de la supprimer, on l'étend à tout le monde, ce qui tend d'ailleurs à montrer son absurdité. Et elle tombera sans doute un jour par l'absurde, mais bon, on n'en est encore pas là. Voilà. Donc, je dis, Ahmadinejad a lancé le défi ultime au nouvel ordre mondial en mettant le doigt
c'est une quenelle, non pas de 175, mais de 1750. Et normalement, ça doit se solder par l'effondrement de son régime et la destruction de son pays. Je rappelle d'ailleurs que si comment dirais-je, on reprend certains discours d'Adolf Hitler des années 30, de la séquence 33-39, et de l'incroyable défi qu'il lançait aux puissances d'argent et aux communautés organisées, etc. Il suffit de regarder les discours. Ce défi à une puissance qui était déjà réelle à l'époque s'est soldé par sa mise à mort, enfin il s'est suicidé pour ne pas être mis à mort, et par la destruction totale de son pays, et par l'égorgement, enfin la saignée de 7 millions de son peuple, dans lequel il a une certaine responsabilité, parce qu'il ne fallait pas se lancer dans ce défi hors de portée. Mais voilà, on peut imaginer effectivement que, de ce point de vue-là, si on comprend bien l'histoire officielle et comment elle est construite, effectivement, Ahmadinejad, de ce point de vue-là, est une nouvelle Hitler, et il doit subir le sort d'Hitler, et sa nation, le sort de la nation allemande qui a marché derrière Hitler. C'est ce que nous allons vérifier demain, d'ailleurs. Hein. Ceux qui sont contre. Those against. Deux mains en l'air pour un double veto, russe et chinois, au projet de résolution visant à condamner la répression sanglante en Syrie. Un double veto fustigé par l'ensemble des pays occidentaux. Monsieur le Président, les États-Unis sont indignés que deux membres du Conseil continuent de nous empêcher de poursuivre notre unique but, empêcher l'enlisement d'une crise toujours plus profonde en Syrie. Ce veto russo-chinois vient le 30e anniversaire du massacre de Hama. C'est à la fois triste humainement, mais aussi triste pour le Conseil de sécurité. Normalement, on voit bien qu'il y a un calendrier qui est le calendrier néoconservateur, appliqué par Obama, avec d'ailleurs l'aide systématique de l'Angleterre, de la France, d'Israël, bien évidemment, et un peu de la Turquie parfois, ce qui est plus ambigu. Il y a un calendrier de redécoupage violent du Moyen-Orient qui nous a montré déjà à travers les révolutions de Jasmin qu'on a fait tomber des régimes atypiques qui ne sont pas compatibles avec le nouvel ordre mondial, qui était le régime tunisien, puis égyptien, et que dans ce programme, qui est un calendrier, à marche forcée, on voit bien qu'il y a un projet global qui a beaucoup à voir avec la dictature mondialiste dont je parle, et dont d'autres parlent d'ailleurs, en bien ou en mal. Attali en parle en bien, moi j'en parle en mal, mais tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que ça se dessine de plus en plus. Il était prévu que la Syrie tombe. Syrie parce que pays atypique, issu de la guerre froide, protégé par l'ex-URSS et armé au niveau du matériel, non pas par les Américains mais par les Russes, tout ça fait des déterminants. Pays bassiste, pays qui aide de façon concrète les Palestiniens en armant, protégeant, finançant le Hamas, en protégeant d'ailleurs des leaders du Hamas, etc. Pays socialiste et national, c'est-à-dire national-socialiste arabe, issu effectivement du panarabisme dont le grand leader a été Nasser, pour ceux qui se souviennent. Enfin, pays qui doit disparaître, parce qu'effectivement incompatible avec le nouvel ordre mondial qui met, je le répète, des techno-gestionnaires du FMI partout, et qui donne au niveau sociétal le pouvoir aux frères musulmans ou à ces nouveaux, à ces sunnites salafistes sous sponsoring qatari. On le voit, on en parlera tout à l'heure de l'évolution de plus en plus visible et révélatrice d'un Tariq Ramadan. Donc on voit se dessiner cette mise au pas, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial économique et bancaire se met en place, c'est-à-dire domination, on va dire, judéo-protestante du monde, et avec la collaboration intéressée qui aboutira à un petit califat sunnite, on le dira, voilà, qui passe par les frères musulmans, différentes obédiences selon les pays, en général qu'on appelle islamiques. On le voit en Tunisie, on le voit en Égypte, voilà. Et on voit comment c'est une manière très subtile pour l'empire américano-sioniste de dominer ces pays et ces populations arabo-musulmanes via quelque part un certain islam, ce que j'appelle moi islam de collaboration. Voilà. Et donc, comme la Syrie n'est pas compatible avec cette vision, l'Empire essaie de la faire tomber pour mettre au pouvoir justement des islamistes sunnites de cette obédience, et pour soumettre à travers ce pouvoir apparent, et ce pouvoir effectivement sociétal, soumettre la Syrie au nouvel ordre mondial sous domination américano-sioniste, c'est évidence. Voilà. Il se trouve que d'un seul coup, ce qui a été possible avec notamment la Libye de Kadhafi, parce que les Russes n'ont pas mis leur veto à la résolution 73
qui a été totalement outrepassé et qui a permis la destruction totale de, comment dirais-je, de la Libye de Kadhafi, la mise à mort de milliers de Noirs pour des raisons raciales. كل العالم يا كلب كل تعال انت تعال اقرب شيء يا كلب اقرب كل العالم كل يا مسخ يا دواغي يا كلب يا مسخ كل تعال انت يا كلب انت الثاني صبي دنيا يا كلب صبي يا كلب صبي وين عندك فتنه متصوير يا الله أكبر. Et surtout de faire sombrer ce pays dans un chaos tribal permanent qui ramène ce pays qui était le pays le plus développé d'Afrique avec le plus haut niveau de vie africain, de le ramener au niveau on va dire de l'âge de pierre et dans une situation qui est la situation de guerre ethnico-confessionnelle permanente et tribale permanente, qui a un moyen de domination par le chaos et qui a été la stratégie irakienne, on le voit. Ce qui devait être fait assez rapidement en Syrie n'est pas possible parce que les Russes, qui ont retenu la leçon de la Libye, et les Chinois, ont dit non. Voilà. Et je rappelle que si Poutine dit non aujourd'hui, c'est qu'il se rend compte que les Américains ne veulent pas seulement la peau de Kadhafi, de Moubarak, de Ben Ali et la peau de Assad, ils veulent sa peau aussi. On voit très bien qu'il y a la volonté aussi de faire la peau de Poutine. Donc en fait, quand Poutine défend quelque part Assad, il défend aussi sa peau à travers ça. Voilà, parce qu'il a bien compris qu'on voulait sa peau aussi, par les déstabilisations qu'on essayait de faire, la contestation des élections de Poutine, sa diabolisation en ce moment par les médias occidentaux sous contrôle, on sait très bien de qui. Forte mobilisation de l'opposition en Russie qui a organisé une manifestation monstre à Moscou ce samedi. Le mouvement de contestation initié en décembre est désormais inscrit dans la durée. Au moins 4000 personnes étaient rassemblées à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays. À Moscou, l'avenue Sakharov était noire de monde. Entre 30 000 et 120 000 personnes selon les sources. Vladimir Poutine doit partir. Maintenant. Il a fait 3 mandats. 2 comme président, 1 comme Premier ministre. Ça suffit. Donc Poutine a dit non. Voilà, donc il a opposé son veto, et surtout avec les Chinois. Là, on a une coalition sino-russe qui fait que la Syrie ne tombe pas. Voilà. Et comme la Syrie ne tombe pas, et que l'armée syrienne, c'est quand même 500 000 hommes, et que c'est une armée qui s'est quand même permis de botter le cul de l'armée israélienne au Liban. Donc c'est pas de la rigolade, c'est pas l'armée, comment dirais-je, de Kadhafi. C'est un peu plus sérieux. Et le régime syrien est en train de gagner militairement du fait que ses opposants, qui étaient en fait des milices armées de l'extérieur et encadrées par des militaires israéliens, français, anglais, on le sait aujourd'hui, et payés par le Qatar, on le sait aujourd'hui, le nouvel employeur de Tariq Ramadan, on pourra peut-être en parler, tout ça est cohérent. Et ces gens sont en train de perdre, et les Syriens sont en train de gagner. Et comme ils sont en train de gagner, ils tombent, ils font tomber des bastions, ils capturent, et qu'est-ce qu'ils capturent? Des colonels de l'armée française, des officiers israéliens, turcs, anglais, des tas de types payés 1 000 € par semaine, je crois, qui ont déjà travaillé à la destruction de la Libye, qui sont donc ce que les crétins, les salafistes belges appellent Al-Qaïda, et dont ils pensent que ce sont des résistants à l'Empire qui travaillent pour le califat mondial contre l'Empire américano-sioniste. Ils n'ont rien compris. Voilà, donc ils se sont fait arrêter, ils se sont fait questionner, évidemment, et les Syriens sont en train de gagner la guerre. Alors évidemment, par les médias, on continue à diaboliser comme on peut le régime, mais comme Poutine et les Chinois ont dit niet aux Américains, et qui sont quand même plus dans leur sphère d'influence géographique que les Américains qui sont très loin, les soi-disant insurgés, qui sont en fait des armés par l'extérieur, se retrouvent tout seuls face au pouvoir syrien, exactement d'ailleurs comme à un moment donné les Géorgiens se sont fait lâcher, se sont retrouvés face à l'armée russe sur la question, je crois, Ossète, pareil. Et là, on nous cache évidemment tout ça, mais on est en train de découvrir, ce que Ramadan avait évidemment pas bien compris, qu'effectivement les Israéliens ne soutenaient pas du tout le régime syrien et que ce n'était pas qu'ils n'étaient pas très contents du régime de Bachar el-Assad,
qui est un régime, on le sait, profondément anti-israélien et même bien au-delà. Hein. C'est pour ça que je pense que Ramadan est un menteur sur la question. Il ne peut pas juste se tromper, quoi. Il est dans le mensonge cohérent et organisé. Et Assad, le régime de Assad est en train de démontrer, et c'est bloqué par les médias occidentaux, mais on verra qu'effectivement que ce n'était pas du tout une révolution populaire. C'était une tentative de renverser le régime et de foutre en l'air un régime qui fonctionne à peu près correctement, je dirais, qui est dans l'intérêt de ce pays complexe, multiconfessionnel et multiethnique, et que ce coup fomenté, armé de l'extérieur est en train de foirer grâce à Poutine, ce qui légitime mon soutien à Poutine. Pour un monde multipolaire, il faut que Poutine soit là, sinon, effectivement, c'est le nouvel ordre mondial et la dictature orwellienne assurée. Et malgré tout, les Américains sont un peu dans l'impuissance, parce que voilà, les Syriens sont en train de gagner cette guerre que Kadhafi n'a pas pu gagner. Mais que d'ailleurs les Kadhafistes sont en train de gagner, la revanche en ce moment en Libye, et que les Américains vont envoyer beaucoup de matériel et beaucoup d'hommes pour que la situation libyenne, malheureusement Kadhafi est mort, assassiné par des salafistes qui criaient Allah Akbar et qui l'ont sodomisé. Donc là je pose la question aux bons musulmans, il y a mes amis musulmans, de savoir s'ils se reconnaissent dans cet islam-là, parce que j'ai l'impression que les salafistes belges, eux, se reconnaissent dans cet islam d'assassins et de sodomites. Donc là il faudrait poser des questions sur les relais, la compréhension de la bonne ou mauvaise compréhension de l'islam, et sur l'authenticité de certaines conversions, parce que c'est beaucoup de convertis finalement qui aiment ce salafisme de l'égorgeur et du sodomite. Donc la Syrie est en train de gagner, et on est en train de dévoiler le poteau rose. Ce que je dis depuis des mois, c'est qu'effectivement ce n'étaient pas des manifestations pacifiques de citoyens opprimés par leur régime, mais des groupes armés, effectivement de salafistes armés par l'empire américano-sioniste et tous ses alliés, de l'extérieur, sans légitimité populaire, et qui sont en train, grâce au soutien, au veto russo-chinois, de se retrouver isolés et de perdre la guerre, et ce qui veut dire que petit à petit, peut-être, va pouvoir se montrer cette réalité de ce que sont ces révolutions, comment dirais-je, soi-disant arabes et islamiques. Et je dirais que la Syrie est peut-être notre petit laboratoire, notre grenouille à disséquer, pour nous montrer exactement les tenants et aboutissants réels de ce qu'on nous montre comme des insurrections populaires, et qui sans doute auront lieu demain ailleurs, car là je fais une parenthèse, le nouvel ordre mondial ne peut supporter aucun régime atypique issu de la guerre froide, et sur la liste il y a forcément le régime algérien, car malgré toutes les compromissions, les alliances croisées de la junte militaire algérienne qui est prête à tout pour survivre, le nouvel ordre mondial ne peut pas tolérer une junte militaire dans un pays qui en plus s'oppose au retour des Juifs qui ont été chassés d'Algérie en 1962 par le FLN pour collaboration avec l'occupant via le décret Crémieux, car je rappelle à tous ces Juifs algériens qui donnent des leçons aujourd'hui d'anticolonialisme, de droits de l'homme, etc., qu'ils ont été chassés d'Algérie et qu'ils ne peuvent toujours pas y retourner pour collaboration avec le colon, hein, via le décret Crémieux, donc qui ne se mettent pas dans le camp comment dirais-je, des amis décolonisés. Ils étaient du côté des colonisateurs, ils étaient OAS, comme d'ailleurs toute la famille d'Enrico Macias, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y retourner. Donc ils ne changent pas de camp comme ils savent le faire à chaque fois, pour se retrouver du côté des gentils, comme l'ont fait exactement les esclavagistes juifs américains qui d'un seul coup se retrouvent anti-esclavagistes, alors qu'ils étaient les plus gros armateurs de bateaux de la traite négrière. C'est démontré absolument par les études universitaires noires américaines, et c'est ce qui a produit la fâcherie à la fin des droits civiques entre Norman Mailer et Farrakhan, hein, pour prendre deux symboles. Je connais très bien cette histoire-là aussi. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Là, dans le calendrier de mise au pas de tous les régimes atypiques, il est prévu que l'Algérie, la junte militaire algérienne tombe. Et elle est, à mon avis, dans le calendrier. Elle est sur la liste. Et ce qui veut dire que c'est très compliqué pour moi, parce que malgré tout le mépris absolu que j'ai pour cette junte militaire algérienne, je pense que si l'Algérie tombe, ça sera aussi pour mettre des cadres du FMI et de Goldman Sachs à la place, et pour que l'Algérie ressemble à ce qu'est le Maroc des Azoulais aujourd'hui, et avec tout ce qu'on verra aussi de réparation. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des pressions qui se font tous les jours pour que les Juifs qui ont été chassés d'Algérie pour fait de collaboration avec le colonisateur et le colonial revendiquent quand même non seulement d'y retourner, mais de récupérer les biens dont ils estiment avoir été spoliés. Hein, voilà. Donc tout ça, on verra
On verra ce calendrier se mettre en place, etc. Et le régime algérien, à mon avis, va être déstabilisé bientôt. Nous verrons que c'est sur le calendrier. Je ne suis pas prophète, mais je dis que le nouvel ordre mondial ne peut pas laisser ce régime-là en place tel qu'il est. Elle le fera tomber aussi. Elle ne peut pas le tolérer. Voilà. Les initiés comprendront aussi pourquoi. Essayez de porter une kippa dans les rues d'Alger aujourd'hui, vous verrez. Ça aussi, c'est une des raisons qui fait que ce régime doit tomber. Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus. Merci.